Découvrez l'incroyable secret de cette boîte de nuit célèbre en Afrique. C'est l'accroche que Jessica Kwame avait l'intention d'écrire dans la marge de son cahier, puis de rayer, puis d'effacer encore une fois. Les unes des journaux se succédaient depuis l'ouverture du Paradise. Néon violet, file d'attente visible depuis l'avenue principale de Cocody, playlist qui revenait en boucle sur les réseaux, mais derrière les paillettes et la promesse d'une nuit inoubliable, un dossier épais attendait sur le bureau du journal. 7 disparitions officiellement répertoriées en 3 mois. Des témoignages, des photos jaunies, des dates, 1902, 1963, 1987, griffonnées sur des fiches scotchées au semble comme une archive impossible. Le ton sec du rapport contrastait avec la chaleur moite des soirées d'Abidjan. C'était le genre d'enquête qui pouvait faire sortir une stagiaire de l'anonymat, ou la laisser avec quelque chose qu'on ne pouvait pas ramener sous forme de papier. Jessica avait 24 ans, un carnet toujours ouvert, et la conviction que les bonnes histoires ne se contentent pas de surface. Elle venait pour couvrir des inaugurations de lieux branchés à la base, un reportage mince, des descriptions de cocktails, une photo pour l'album du journal. Son travail consistait à transformer des néons en colonnes, à transformer des rumeurs en paragraphes. Ce vendredi soir, le dossier que lui tendit son rédacteur en chef, M. Diabaté, sentait la fatigue et l'inquiétude. « Ce n'est pas une invitation », dit-il sans lever les yeux. « C'est un travail. 7 personnes liées à ce club ont disparu. Les familles parlent d'une sorte de retrouvailles. Les vidéos ne montrent rien. Les caméras tombent en panne. Tu veux ce sujet ou tu veux que je le confie à un gars de la rubrique Société ?» Jessica prit le dossier. À l'intérieur, des noms, des numéros de téléphone, les visages de personnes absentes, désormais transformés en anecdotes dans la bouche des proches. Une enveloppe contenait une photocopie d'une coupure de 1987, un article qui évoquait une série d'événements autour d'un vieux cimetière de Cocody, fermé après quelque chose qui n'avait jamais vraiment été expliqué. D'autres feuillets mentionnaient 1902 et 1963, des dates que laissent traîner des histoires d'anciennes concessions, de croix déplacées et de promesses brisées. Le total formait un réseau languissant de souvenirs. « Tu fais attention », ajouta Diabaté, cette fois en relevant le regard. « Les familles ne veulent pas qu'on se moque. Si tu le fais, fais-le proprement. Et si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à une preuve solide, reste prudente. » Le trajet vers le Paradise fut plein de petites choses. Le klaxon d'un taxi, une playlist déjà timbrée dans sa tête, l'odeur sucrée du goudron chauffé, la lueur violette qui se découpait contre la nuit. À l'entrée, 2 videurs massifs contrôlaient la file. Une enseigne clignotante représentait une colombe stylisée, mais la colombe semblait peinte de pourpre sous les lumières. Le tampon s'échangeait à l'entrée comme une monnaie. On montrait l'avant-bras, on recevait la marque, un petit cercle imprimé d'une tête de mort stylisée. Encre froide, traces noires qui restaient quelques jours sur la peau. Jessica sentit l'air se refermer autour d'elle en passant la porte. L'intérieur était un autre monde. La basse résonnait dans le sternum comme un animal qui réclamait sa proie. La fumée légère donnait une douce patine au néon et des silhouettes semblaient se mouvoir avec une synchronie qui ne relevait ni de la chorégraphie ni de l'ivresse ordinaire. Les regards se tournaient, poliment curieux, puis revenaient à la musique. Au bar, on servait en série un cocktail qui faisait parler, une boisson noire, presque métallique, nichée dans un verre coupé comme un ancien bijou. Le serveur la posa devant Jessica. Le liquide sentait une pointe d'agrumes, mais une note métallique persistait, comme si on avait frotté les verres avec une pièce d'argent. La première gorgée fit vibrer quelque chose derrière ses dents. La deuxième calma l'acidité dans sa gorge. Il y avait un charme industriel dans la décoration. Acier poli, velours usé, vieux portrait au cadre doré recouvert d'un voile négligé. Plus elle s'enfonçait dans la salle, plus Jessica remarquait les couches. À la lumière directe des spots, la foule était bruissante, pleine d'allégresse. Mais dans les anfractuosités, sous les gradins, devant les colonnes, dans la pénombre des cabines, des formes translucides paraissaient se mouvoir, comme si la lumière peinait à les reconnaître. Elles n'étaient pas tout à fait des ombres, ce n'étaient pas non plus des reflets. Elles avaient une densité sans poids. Elles dansaient. Elle observa d'abord comme on regarde un tableau vivant, des visages flous, des mains qui se crochetaient, des corps qui remuaient au rythme d'un tempo ancien. Ensuite, un nom surgit d'une fiche du dossier qui avait glissé de son sac, Rosinaka. Une photo collée, le sourire figé d'un visage qui avait été mis en lumière par une lampe trop crue. Le nom semblait flotteux devant sa mémoire. Puis elle la vit, ou plus exactement, elle sentit la présence avant de voir. À côté d'un couple, sous un halo de lumière tamisée, une femme dont les contours n'étaient pas nets leva la tête. Rosine. Jessica avait vu sa photo des centaines de fois, mais en chair et en absence, elle ressemblait à un souvenir encore chaud. Elle s'approcha. Le contact fut une petite folie. La peau de Rosine était froide, d'un froid qui n'appartenait pas à la température mais à l'absence. L'ongle de Rosine frôla sa main, et Jessica eut l'étrange sensation d'entendre dans le lointain une chanson qui irait plus vite que la base de la salle. Rosine ne parlait pas comme une personne parle. Elle parlait à travers un rideau. Les mots s'éparpillaient, déformés. « Vous êtes journaliste ?» dit Rosine, et l'intonation sembla venir de 2 voix à la fois. Un inconnu posa une main sur l'épaule de Jessica. « Ignorez-les,
murmura-t-il. Sa voix était basse, comme si le mot « lait » avait un poids qu'on ne prononçait pas à la légère. Il se présenta comme Christian Yapi, propriétaire du Paradise, en s'inclinant à peine, un sourire mesuré qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Il était d'une élégance simple, veste noire, chemise blanche ouverte au col. Il avait la grâce d'un homme qui n'explique pas tout, mais fait croire qu'il n'y a rien à expliquer. « Vous avez un dossier, mademoiselle Kwame ?» demanda-t-il, comme s'il connaissait son nom avant même qu'elle le dise. Christian ne nia rien et ne confirmait rien en bloc. Il parlait de mémoire et de quelque chose de plus ancien encore. « Il y avait ici, autrefois, un vieux cimetière, dit-il, modulant sa voix pour que le mot ne soit ni profane ni scandaleux. Des concessions qui datent de 1902. Des tombes déplacées, des promesses non tenues. En 1963, il y a eu une épidémie d'oubli, des familles qui ont perdu le fil de leur mort. Et en 1987, quelque chose a scellé ce lieu. Les anciens parlent d'une nuit où la musique n'est pas tombée. Jessica nota les dates dans son carnet, comme si l'encre pouvait fixer ce qu'elle voyait. Christian offrait une explication douce, presque lyrique. Il parlait d'un lieu ambivalent, où les morts ne réclamaient pas vengeance mais reconduction. Il n'utilisait pas de mots de charlatan, il parlait plutôt d'une mécanique humaine, d'un lieu où le deuil trouvait une porte et où certains refusaient de franchir le seuil quand il leur était ouvert. « Nous ne vendons pas la mort, dit-il. Nous ne faisons que tenir la porte. » Ce que Jessica ressentit le plus, c'était la diplomatie avec laquelle Christian traitait la tragédie. Il n'était pas un marchand de miracles, il était l'administrateur d'un commerce du réconfort. Et cela ne simplifiait rien. L'idée même que l'on puisse monnayer le rendez-vous avec un visage disparu lui donnait la nausée et l'intérêt en même temps. Pourquoi tant de monde revenait-il? Pourquoi certains ne revenaient-ils pas? Son carnet, jusqu'alors ordinaire, devant l'encre d'un récit putrant. La nuit se déroulait en couches. D'un côté le réel, les rires, les verres qui s'entrechoquent, le faux feuillage en plastique au-dessus des banquettes. De l'autre l'entre-deux. Des corps qui glissaient sans heurter, regardant des vivants sans les reconnaître. Souriant d'une nostalgie qui n'apaisait personne. Jessica repéra une table où une femme âgée tenait la main d'un garçon qui pleurait sans bruit. Elle effleura son téléphone pour prendre une photo. L'écran s'alluma, la caméra fit le son mécanique d'un cliché, et l'image resta noire, comme si l'appareil avait avalé la lumière. Elle recommença 3 fois. 3 fois. Le capteur exhibait l'obscurité pure. Les témoins technologiques de la réalité se dérobaient. Nos caméras ont dératé ici, avait noté une brève ligne dans le dossier du journal, la seule référence technique. Les téléphones captent l'obscur. Les enregistrements audio montrent un bourdonnement continu, mais l'essentiel est absent. C'était une précision parfaitement journalistique, qui sonnait plus comme une constatation impuissante que comme une clé. Jessica se promit de garder son téléphone en main autant que possible, mais elle savait déjà que ses preuves seraient fugaces, bancales, peut-être dérisoires. Elle revint à la scène du bar, où Christian la trouva par-delà la foule. Sa présence était presque ordinaire, comme si rien d'étrange n'était là. Il offrit un verre, le fameux cocktail noir, et lui proposa de parler plus loin. Il parla d'une femme qui avait été la clé de l'ouverture du Paradise, Viviane Ablé, une ancienne chanteuse dont la voix, disait-on, pouvait rappeler les absents. Viviane était un nom qui revenait dans les archives du quartier. On la trouvait sur des polaroïds ternis, sur des lettres jaunies, sur les lèvres de ceux qui se souvenaient encore d'un certain tempo de vivre. Elle était à la fois une légende et une blessure. Christian l'a dit morte depuis longtemps, mais son souvenir pesait comme un métier que certains encore pratiquaient. « Ma grand-mère », confessa-t-il, presque sans chercher à cacher, l'aveu glissa dans le bruit. « Elle a chanté ici avant que ce lieu devienne ce qu'il est. J'ai voulu qu'un endroit la porte. J'ai voulu que ceux qui n'ont pas pu dire adieu puissent danser une dernière fois. J'ai voulu la trouver. » Il n'avait pas l'air d'un homme obsédé au sens spectaculaire du terme. Il avait l'air d'un homme qui se trouvait face à une dette affective. La précision lui donna un visage plus humain et en même temps posa un geste moral que Jessica sentit comme une pierre dans son sac. Si ce lieu aidait certains à retrouver des proches, qui était-elle pour le détruire? Les heures filèrent, la musique changea de rythme et avec elle la densité de l'air. Quelque chose d'imperceptible modifiait la température autour d'elle. Les basses se faisaient épaisses comme du plomb, la fumée semblait gagner du relief. Rosine revenait par intermittence, discrète, yeux mi-clos, comme si elle cherchait à s'assurer d'une présence. Un danseur, tout à fait vivant, coupa la trajectoire d'un autre.
Leurs pas pourtant ne se heurtaient jamais. C'était comme si la salle toléra deux tempos, deux réalités superposées qui se frôlaient sans jamais fusionner. La première vraie confrontation eut lieu loin de la piste, là où la lumière s'amenuisait. Un vieil homme, gardien de la mémoire locale, s'installa sur un tabouret contre le mur. Son visage était creusé et entretenu par la solitude. Ses mains portaient la trace d'un dur travail. Il avait l'air de suivre la vie du quartier depuis toujours. Quand Jessica s'approcha pour l'interroger, il posa une main tremblante sur le dossier qu'elle tenait et prit une bouffée d'air, comme pour se concentrer. « 1902, vous dites ?» murmura-t-il, presque dans le vide. Ce n'est pas une date qu'on oublie. Il creusait pour d'autres raisons alors. Les gens ont bougé. On a déplacé des stèles. En 1963, on a enterré à la va-vite. L'époque ne permettait pas la cérémonie. Et 1987, on a fermé les portes parce que la ville avait peur de ce qu'elle ne comprenait pas. Mais la peur, ça n'efface pas un nom. Il tendit à Jessica de vieilles photographies, pliées et décolorées. On voyait des tombes alignées, des cercueils portés dans des rues étroites, des familles en noir qui tenaient des fleurs isées. Sur une image, on distinguait mal un groupe de gens dansant autour d'une petite enceinte, un instantané d'avant le Paradise, comme si la musique avait toujours été un langage de ceux qui n'avaient plus beaucoup à perdre. Le vieil homme parlait lentement, avec la pente d'un homme qui a vu trop pour croire qu'on puisse tout expliquer par des mots. « Ils viennent ici chercher autre chose que le réconfort », dit-il bas. « Certains veulent simplement revoir, d'autres ne peuvent plus partir. » Il ne dit pas mourir, il choisit un no plus sourd. Jessica ne lui posa pas la question qu'elle sentait monter. Est-ce que des gens restent là pour toujours ? Parce que la réponse se trouvait dans l'expression figée du vieil homme, dans ses doigts qui resserraient une photo. Plus tard, dans les toilettes du club, un miroir l'accueillit avec la banalité d'un reflet. Mais son image se multiplia. Au premier plan, elle, derrière, une silhouette qui ne correspondait pas à la tenue de la femme devant elle. Jessica pensa d'abord à un jeu de lumière, à une projection. Elle sortit son téléphone, prit une photo de son propre reflet et trouva, encore une fois, un rectangle noir. La batterie s'était brusquement mise à clignoter alors qu'elle l'avait chargée à 3/4 d'heure plus tôt. Les images s'obstinaient à disparaître. La technologie se refusait à témoigner. Un détail la frappa. Plusieurs clients avaient un petit tampon tête de mort sur la main et à côté de ce tampon, une marque plus pâle, presque comme une brûlure circulaire, comme si la peau avait reçu une pression trop froide. Jessica questionna un barman qui lui répondit d'un haussement d'épaule. « C'est pour le souvenir, c'est pour ceux qui veulent garder la nuit en eux. Certains effacent la marque au bout de 2 jours, d'autres gardent longtemps. » Son ton était neutre, presque amusé, mais la façon dont il regardait le sol qui séparait le bar de la piste disait autre chose. Le tampon était à la fois un billet d'entrée et un stigmate. Au centre de la piste, la danse prit une tournure plus intime. La musique ralentit, les pas se firent plus lents. Une main se posa sur l'épaule de Jessica. Elle tourna. Rosine la regardait avec un sourire fatigué. « On est ici pour attendre », dit Rosine, très près, d'une voix qui n'a pas besoin de baisser le volume pour être entendue. Il y a des gens qui ne viennent que pour ça. Le monde sembla se retirer par couches. Le néon vrombit au-dessus de leur tête. Jessica sentit un vertige, comme si elle était poussée par un poids inaudible. Ses paupières s'alourdissaient. Le chronomètre de la soirée se désagrégeait. Un homme sans âge, le gardien, l'effleura et imita un geste de désapprobation. « Ce n'est pas une enquête, murmura-t-il. C'est une tentation. » Dans la poche de sa veste, son carnet se froissa. Elle écrivait machinalement 2 mots. Preuve impossible. Et pourtant, sur le papier, les mots prenaient une forme presque consolante. Oui, il y a ici des personnes disparues, et certains les disent retrouvées. Oui, il y a une marque, un cocktail et une musique qui dérangent. Mais il y avait aussi cette autre chose, la lueur douce des retrouvailles, la reconnaissance muette d'une main qui serre une autre main en silence. Jessica avait vu des retrouvailles dans des maisons de convalescence. Elles avaient toujours le même parfum de finitude. Ici, la rencontre ressemblait à une pause qui ne voulait pas céder. À un moment, Christian s'approcha encore et posa sa main près de la sienne sans la toucher. « Vous cherchez la vérité, dit-il. Mais la vérité ici a plusieurs visages. Certains veulent la lumière, d'autres l'obscur. » Elle sentait l'enjeu, révéler et fermer, ou garder et permettre. Le dilemme était simple sur le papier.
et déchirant dans la chair. Si le club était fermé, les quelques personnes qui trouvaient la consolation, même si elle était fragile et peut-être illusoire, pourraient être brisées une seconde fois. Si le club restait ouvert, d'autres risquaient de se perdre dans cette musique qui aimait retenir. Jessica pensa aux familles dans le dossier, à leurs photos ébouriffées, à la manière dont les mères touchaient la photo d'un fils disparu, comme pour mesurer l'absence. Le moment où tout bascula, ou presque, survint au milieu d'une chanson qui semblait plus ancienne que le lieu, un morceau comme on n'en entendait plus, une mélodie de cuivre, avec une voix qui portait la mémoire d'un chant à peine articulé. La lumière vacilla. Rosine prit la main de Jessica de ses doigts de glace. « Viens, dit-elle, juste une danse. » La piste s'ouvrit sous leurs pas, et sans qu'elle comprenne très bien pourquoi, Jessica suivit. Danser, au fond, était une façon d'entrer dans une histoire sans l'interroger. C'était une tolérance de l'âme. Les pas guidaient et dépliaient quelque chose. Une porte, dissimulée derrière un rideau de perles, devint visible. La porte n'était pas une porte ordinaire. Elle semblait avoir été intercalée là depuis longtemps, comme si la pièce avait été coupée en deux. Les perles frôlaient leur peau comme des doigts, et en dessous, des odeurs anciennes remontaient. Terre, cire, fleurs fanées. Elle sentit la main de Rosine qui ne tremblait plus. Un petit escalier, étroit et bétonné, descendait sous la scène. La musique s'estompa à mesure qu'on s'en approchait, non coupée, mais étirée, comme une vieille bande magnétique qu'on ralentit. Christian apparut à la tête de l'escalier, silhouette contenue au milieu du chaos dansant. Son visage était une carte. « C'est là que ça se joue », dit-il sans hésiter. « C'est là que certains trouvent ce qu'ils cherchent. » Jessica hésita. Son carnet était toujours dans sa poche, son téléphone bourdonnait dans un état de batterie capricieuse. Elle se souvenait des photographies ratées, du noir. Et pourtant, quelque chose au fond d'air, cette part de journaliste qui n'était jamais satisfaite d'un non-dit, la poussa vers les marches. Elle posa le pied sur la première marche. L'air changea. La respiration d'une foule arriva, confuse, comme si des voix anciennes s'y mêlaient. Elle releva les yeux vers la piste, puis vers Christian, puis vers Rosine. Au moment où elle posa le deuxième pied, une note de basse monta, lente et profonde, et le tampon tête de mort qu'elle avait reçu à l'entrée lui brûla la peau d'une chaleur glacée, comme un rappel gravé sur son bras. La marque ne faisait pas mal, mais elle s'inscrivait plus profondément que l'encre. Jessica sentit un frisson parcourir son échine, mélange d'effroi et d'excitation. Elle posa la main sur la rampe et la suite devint un glissement vers plus bas. Ce qu'il y avait sous la salle, mentionné dans les fiches du dossier, l'ancien cimetière superposé en mémoire, les dates qui revenaient comme un refrain, 1902, 1963, 1987. Par-delà le cliquetis des perles, le monde se rétrécit. Une lumière blafarde éclairait des dalles qui semblaient disposées comme une piste de danse inversée. Là, l'air avait la densité de l'histoire, le parfum des choses qu'on n'a pas eu le temps d'enterrer proprement. Avant qu'elle ne soit totalement descendue, l'un des barmen cria quelque chose vers la piste. Un avertissement ou le nom d'un DJ. Jessica ne sut pas, et la foule se fendit comme un rideau. Elle sentit pour la première fois l'équilibre ténu qui maintenait le Paradise en vie. La musique, le désir, la mémoire et le commerce qui avait trouvé une alliance sombre. Une fois en bas, le monde du dessus semblait déjà lointain, comme une chanson que l'on n'entend plus clairement. Elle posa le dernier pied sur la dalle froide. L'odeur de la terre lui remplit la bouche. La lumière éclairait des signes gravés dans la pierre, des croix usées et des noms partiellement effacés. Une voix, et une seule, murmura son nom, comme si elle eût été attendue depuis longtemps. Les perles du rideau frôlèrent son dos. Derrière elle, la musique du club continuait, implacable, et la piste n'était plus qu'un souvenir lointain. Elle se retourna, respirant la même nuit, mais désormais divisée. C'est à cet instant que le téléphone dans sa poche émit un dernier bip, puis se t'amusa définitivement. Les photos qu'elle croyait avoir prises du bar, des témoins, des marques, restèrent sur l'appareil sous forme de fichiers corrompus. Elle sortit son carnet, écrivit d'une écriture qui n'était plus la même que quelques heures auparavant. Je suis descendue. Et quelque part sur la dalle, par une coïncidence ou une volonté, la musique d'en haut sembla se fondre avec un chant très ancien, comme si les deux temps prenaient la peine de se saluer. Elle fit un pas de plus. Un courant d'air remonta la colonne, chargé d'une odeur de fleurs fanées. La pierre sous ses bottes était humide, et à certains endroits, des traces blanches parsemaient le sol, comme des restes de cérémonie. La voix qui l'avait appelée se matérialisa en une silhouette au coin d'une tombe ancienne. Le visage n'était ni jeune ni vieux. C'était Viviane Ablé, ou bien quelque chose que l'on appelait par ce nom. La femme au centre de la légende que Christian avait promis de retrouver. Ses yeux brillaient comme si, au milieu de la tombe, une ampoule faible avait été allumée par inadvertance. « Vous cherchiez la vérité »,
dit-elle d'un ton qui n'était ni accusateur ni consolant. Ici, on danse avec le manque. Ici, certains choisissent de rester. Jessica sentit, à ce moment précis, que l'enquête ne se mesurerait pas seulement en colonnes et en citations. Elle n'était pas seulement journaliste. Elle était entrée dans une histoire qui promettait de marquer son corps et son esprit. Le tampon sur son bras la rappelait à l'appartenance. La nuit, au-dessus, continuait de vibrer. En dessous, la mémoire respirait. Elle avait franchi le seuil. Et au moment même où elle posa la main sur la pierre froide à côté de Viviane, quelque chose dans l'obscurité bougea. Un froissement d'étoffe, le glissement d'un pas qui n'était pas tout à fait humain. Rosine se tourna vers elle, les yeux pleins d'un calme qui n'appartenait qu'aux absents. Jessica sentit la tentation et le devoir s'affronter dans sa poitrine, comme deux DJ qui se disputent la console. Elle inspira, et la voix de Christian remonta du haut de l'escalier, distante mais nette. « Faites attention à ce que vous prenez en photo, Jessica. Certaines images ne veulent pas être capturées. » Sa remarque n'était pas un avertissement, c'était plutôt une information qui pesait comme un verdict neutre. Elle allait répondre quand, derrière elle, la pierre vibra d'un son sourd, comme si quelqu'un frappait une dalle de l'intérieur. Un écho vint de très loin, un rythme qui ressemblait à la basse, mais vieux, empreint d'une cadence qui priait avec des mains d'ombre. La nuit, désormais, avait une épaisseur que ces instruments ne pouvaient trancher. Les caméras au-dessus montraient toujours la fête, les rires, les verres qui s'entrechoquent. En dessous, les pierres murmuraient des récits. Jessica posa sa main droite sur la pierre, et pour la première fois depuis le début de la soirée, elle sentit ou crut sentir un tissu d'histoire attaché à chaque nom gravé. Le parfum de la terre, la marque de la tête de mort qui chauffait son bras, la sensation d'un choix posé devant elle, sans médiation. Et sans que personne ne le lui impose, elle sut que la publication de son article ne serait pas seulement une série de paragraphes, ce serait une décision morale. Fermer serait sauver certains, condamner d'autres. Laisser fonctionner serait accueillir la consolation, risquer la perdition. Une dernière note, fragile comme un soupir, se fit entendre. La main de Rosine serra la sienne. Le monde d'en haut enviait celui d'en bas, tout autant que l'inverse. Les lumières du club se mirent à trembler, comme si un souffle venait de passer entre les deux temps. Jessica leva les yeux vers la sortie, vers la piste où les silhouettes continuaient de danser, et sentit pour la première fois la présence d'un témoin qui avait tout observé. Un vieux gardien, adossé à une colonne, dont les yeux contenaient des années et des morts, souriait sans joie. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Quelqu'un approcha par derrière et d'une voix très basse prononça un nom. Le souffle la prit, comme si on venait d'ouvrir une porte longtemps scellée. L'escalier devenait une frontière dont elle venait d'outrepasser un seuil. Tout ce qu'elle avait récolté jusqu'ici, le tampon, le cocktail noir, les photos noires, les dates 1902, 1963 et 1987, les témoignages des familles, n'avaient plus l'air d'un dossier froid. C'était maintenant vivant, et il demandait une réponse qui n'appartenait ni à la machine, ni au papier. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Le monde du dessus continuait de danser, insouciant. En dessous, la mémoire l'attendait. Le choix pendait entre ses doigts, et la musique de là-haut tressaillit comme si elle essayait de converser avec une voix plus ancienne. Jessica sentit dans son bras la marque du tampon, et dans son esprit la nécessité d'écrire. Elle prit une inspiration lourde, et sa pensée se coupa sur la scène d'un instant. Il faudrait bientôt décider s'il fallait chroniquer ou protéger. À la lisière des deux temps, sur la dalle humide, avec Viviane en face d'elle et Rosine qui la tenait par la main, elle comprit que la vérité d'un lieu peut être à la fois une consolation et un piège. Le secret du Paradise n'était pas un seul fait qu'on pourrait énoncer en titre, il était une collection d'options morales et d'histoires personnelles. Et ce soir, en descendant, elle venait juste de mettre le pied dans un dossier plus vaste que celui qu'on lui avait remis au journal. Un pas, puis un autre. Le monde se repliait en ombre. Les noms sur la pierre la regardaient passer. Elle sentit nettement que tout ceci n'était pas près de se finir. Viviane ne fit pas de grands discours. Sa voix était comme un fil ancien qu'on tirait doucement pour dénouer un paquet de silence. Elle parla en images plutôt qu'en phrases longues, d'enfants qui revenaient chercher les odeurs qu'ils connaissaient, d'une voisine qui revenait chaque année à la même heure pour entendre une chanson qu'elle croyait perdue, d'un soldat dont on rapportait la montre plus tard.
Ici, dit-elle, on danse avec des manques qui ont appris à se vêtir de musique. Elle ne se présentait pas comme une revenante hautaine. Elle parlait avec la patience d'une personne qui sait que le temps, même quand il est mort, garde des habitudes. Jessica sentit ses repères glisser. Les mots de Viviane ne résolvaient rien. Ils éclairaient d'un timbre différent ce qu'elle pressentait déjà, que la consolation offerte au Paradise n'était jamais complète, que les retrouvailles étaient autant un pansement qu'une plaie qui ne cicatrise pas. Rosine, qui tenait encore sa main, leva les yeux et esquissa un sourire qui tenait du soulagement et de l'éloignement. Elle dit très bas « Ils m'ont laissé revenir. Je sais que je ne peux pas rester tout à fait, mais la lumière ici me repasse des instants. » Il y eut une scène brève et terrible d'humanité. Une femme plus âgée s'agenouilla devant une pierre gravée dont la lettre était presque effacée. Elle pria silencieusement, puis leva la tête vers la silhouette qui tenait la note vocale d'un passé. Sa voix se brisa quand elle prononça un nom qui figurait sur une fiche du dossier que Jessica avait feuilleté des heures plus tôt. La femme poussa un sanglot contenu et, en se relevant, laissa tomber une photographie. Elle n'y prêta guère attention, elle voulait seulement toucher une main qui lui répondit, pour une fraction d'instant, à la température d'un souvenir. Jessica vit dans les yeux de la femme la même reconnaissance qu'elle avait déjà observée ailleurs, une lumière lente qui ne savait pas si elle honorerait la vie ou le manque. Christian descendit à son tour dans la pénombre, sans fanfare ni précaution excessive. Son visage semblait tracé par une nuit qui avait duré trop longtemps. Il n'avait plus la même maîtrise diplomatique qu'en surface. « Vous avez vu ?» dit-il sans introduction, et sa voix révélait quelque chose d'osé, la frustration d'un homme qui n'a pu ni tout expliquer ni tout réparer. Il leur conta, sans se défendre, le fil personnel qui l'avait amené à ouvrir le Paradise. Il évoqua sa grand-mère, Viviane, non pas comme une légende, mais comme une personne qui lui avait appris des morceaux de chant à la table du petit déjeuner. Il parla d'un enregistrement ancien qu'on lui avait remis dans une boîte en bois, d'un souffle de voix qui, selon lui, avait un pouvoir qu'il n'entendait pas contrôler. « Je n'ai pas voulu faire du mal, murmura-t-il. Je voulais juste offrir un lieu où ceux qui pleurent pourraient approcher. » Je ne savais pas que certains ne savaient plus revenir. Il n'y eut pas d'excuses spectaculaires, seulement un aveu. Sa sincérité ne dispensait pas de responsabilité, mais elle donnait à Jessica une image plus complexe que celle d'un entrepreneur sans scrupules. Il parlait comme un homme qui avait ouvert une porte pour sa douleur et n'avait pas prévu que la porte attire davantage que des visiteurs. Son regret, palpable, bouleversa un instant la frontière professionnelle que Jessica tentait de maintenir. C'est alors que la scène devant elle s'adoucit dans un geste d'intimité. Un homme retrouva ce qu'il appelait sa sœur après des années d'errance et d'oubli. Une jeune fille pleura en se heurtant à une voix qui rappelait sa mère. Ces retrouvailles étaient vraies, mais elles portaient aussi une autre signature, une absence qui ne s'effaçait pas. Les paroles prononcées par les présences revenantes manqueraient parfois de date, parfois de souvenirs précis. Elles restituent un visage, quelque chose d'un geste, mais rarement la totalité d'une vie. La consolation trouvée était complète, parfois trompeuse. Jessica l'écrivait mentalement comme on note une équation. Gain affectif réel, plus perte possible d'identité. Un gardien ancien, celui dont les yeux portaient déjà la mémoire de la ville, vint s'asseoir près d'elle. Il parlait peu, mais quand il le faisait, le ton portait l'âtre de la certitude. Il raconta la fermeture de 1987 à sa manière, pas comme un événement unique, mais comme l'accumulation d'une peur collective et de ce qu'on avait choisi d'ignorer. Il glissa une autre photographie entre les mains de Jessica, un polaroid où figurait une petite foule autour d'une simple radio. Sur le cliché, on voyait des chaussures, des éclats de tissu, et un homme qui tenait une montre comme s'il se hâtait de la mettre à l'heure d'un monde qui penchait. La musique a toujours été la langue de ceux dont la parole a été volée, dit-il, mais la musique peut demander un tribut. Le tribut se manifesta d'une manière subtile. Un jeune homme qui, 2 heures auparavant, entrait gaiement dans la salle, ne répondit plus à l'appel de sa sœur quand celle-ci le chercha du regard. Il semblait une coquille que quelque chose remplissait d'un souvenir qui n'appartenait à personne en particulier. Jessica avait alors la preuve la plus cruelle et la plus éthique. Les retrouvailles n'étaient pas forcément un acte de restitution, elles pouvaient être une redistribution du manque, et le fait de jouer l'intermédiaire dans cette transaction revenait à se placer du côté de la commodification du deuil. La tension monta doucement jusqu'à un point d'éclaircissement moral, lorsque la voix d'une femme se fit entendre près d'un petit hôtel improvisé. « Vous avez fermé le cimetière en 1987 parce que la ville avait peur, » dit-elle, et sa colère était douce mais implacable. « Aujourd'hui, vous faites payer la peur. » Elle tenait la photo d'un fils disparu et la contraigna contre sa poitrine comme un argument.
sa question, jetée comme un défi, s'adressait à Christian et à Jessica à la fois. Qui décide lorsque le besoin humain heurte le risque humain? Jessica sentit la colère et la douleur se confondre en elle. Le dilemme, qui avait d'abord paru abstrait dans son carnet, prenait les traits d'une femme qui voulait un fils et d'un homme qui cherchait sa grand-mère. Elle vit le possible résultat de chaque choix. La fermeture pure et dure condamnerait des gens à vivre sans ces instants de soulagement. L'ouverture inconditionnelle laisserait la porte grande ouverte pour ceux qui, attirés, ne reviendraient jamais tout à fait. Sa formation journalistique lui criait de prendre position, d'écrire la vérité nue. Son humanité l'appelait à la prudence. La soirée se transforma alors en une scène de négociation informelle. Christian proposa des limites, heures restreintes à la piste, consentement explicitement demandé, un registre pour documenter ce qui revenait afin de comprendre la fréquence des incidents. Le vieil homme proposa un respect plus grand des plaques et des noms historiques, des cérémonies de mémoire régulées. Les familles demandaient des garanties, des règles, la possibilité d'un accompagnement psychologique. Personne n'accepta une solution simple. Chacun apportait au débat sa faille humaine. Jessica, silencieuse, comprit qu'elle détenait une sorte de pouvoir. Ses mots, publiés, pouvaient influer. Elle se voyait capable de sceller la porte d'un coup de plume ou de laisser les gens danser sous contrôle. Son carnet se remplit de phrases rapides, de croquis, d'arguments qu'elle savait utiles pour un article, témoignages, dates, incertitudes techniques. Mais au fond, elle savait aussi qu'aucune ligne imprimée ne rendrait visibles les mains qui parfois retenaient, ni la sensation d'un bras d'être à la fois serré et vidé. La décision de remonter se fit dans une atmosphère lourde d'adieux murmurés. Rosine pressait la main de Jessica comme pour lui transmettre quelque chose qui ne se dit pas, une confidence qui ne se révèle qu'à ceux qui acceptent de porter une responsabilité. Écrit sans briser, sembla dire son regard. Jessica remonta l'escalier lentement, comme on quitte une salle de théâtre après avoir vu une pièce douloureuse. La musique d'en haut reprit de l'épaisseur, plus insistante encore qu'avant. Les perles frottèrent l'arrière de son cou. Le tampon sur son bras la rappelait à la réalité palpable. La marque allait parler longtemps, peut-être plus fort que ses mots. De retour à la lumière, l'air fut une caresse électrique. La foule continuait de danser, consciente et inconsciente. Les caméras au-dessus du bar filmaient des visages qui souriaient. Les appareils photos prenaient des clichés. Mais Jessica savait que ses propres images étaient corrompues, que ses vidéos avaient laissé des noirs dans les fichiers, que son chargeur avait cessé de fonctionner à un instant précis. La technologie, dans ce club, restait complice de l'effacement. C'était une donnée aussi importante que le tampon et le cocktail noir. Des preuves matérielles échouaient. Elle l'écrivit, encore une fois, avec la froide détermination d'une enquêteuse qui refuse de se laisser séduire par l'aura. Le lendemain, au journal, la machine analytique de la rédaction reprit le dessus. Monsieur Diabaté lut ses notes d'un regard rapide, puis prit le temps de parler. « Montre-moi ce que tu as trouvé, dit-il. » Sa voix n'était ni curieuse ni accablée. Elle était celle d'un rédacteur qui connaît le poids d'une publication. Jessica posa devant lui le dossier. Les dates, 1902, 1963, 1987, les témoignages, les photographies anciennes, le récit de sa descente. Elle inclut la description du tampon tête de mort et du cocktail noir, la description de l'impossibilité de capturer certains instants avec les appareils, et surtout le récit de ce qu'elle avait vu. Des retrouvailles teintées d'absence. « Nous devons faire un article honnête, dit Diabaté, pas un pamphlet, pas une légende, un article qui dit ce qu'il dit, que des familles rapportent des retrouvailles, que des disparitions ont eu lieu, que la technologie n'a pas su rendre ce que vos yeux ont vu, et que la question morale reste ouverte. » Sa ligne était prudente, mais ferme, informée plutôt que condamnée, suggérée plutôt que tranchée. Jessica relut son texte, fit taire la tentation d'un titre sensationnel, et écrivit avec une main qui pesait chaque mot. La publication eut l'effet d'un caillou lancé à la surface d'un lac. Des cercles nombreux, certains lisses, d'autres agités. Des familles remercièrent le journal pour avoir donné voix à leur peine. D'autres, en colère, reprochèrent la retenue. Sur les réseaux, la rumeur prit son tour, certains dénonçant une mystification, d'autres félicitant la pudeur de l'article. Les autorités locales firent une déclaration prudente. Elles souhaitaient enquêter sur des signalements de disparition, mais n'avaient pas de conclusion immédiate. Christian fit une conférence où il réitéra une phrase qui n'était ni confession ni défense. « Nous n'avons pas la prétention de jouer avec le destin, nous offrons un espace. » Sa formulation ne visitait pas la responsabilité entière, mais elle invitait à la complexité. Des mesures apparurent cependant. Une présence accrue de personnel à l'entrée, une information écrite pour les clients potentiels, des horaires précisés, et la promesse d'un registre volontaire pour ceux qui venaient chercher une rencontre. Les incidents ne disparurent pas d'un coup. La fréquence des signalements diminua légèrement, comme on l'avait prévu et comme on l'avait craint, mais le mystère resta.
Quelques familles avaient obtenu des instants de réconfort mesurables, d'autres continuaient à raconter des absences. Jessica observait ces conséquences avec une sensation mitigée. Son article n'avait pas fermé le lieu, il avait semé un cadre de responsabilité qui, si fragile soit-il, avait permis de limiter certains risques. Elle se sentait soulagée et coupable à la fois. Elle n'avait pas rendu tout le monde heureux, et elle savait que le club continuerait à attirer des âmes en quête de ce qu'on appelait désormais l'entre-deux. Le tampon sur son bras avait pâli, mais n'avait pas entièrement disparu. Il la suivait comme un rappel discret de la frontière qu'elle avait franchie. La vie reprit un cours désordonné. Jessica continua à écrire, d'autres dossiers vinrent frapper son bureau. Pourtant, la trace du Paradise resta présente dans ses nuits. Parfois, elle se réveillait en entendant, dans le lointain d'Abidjan, un bourdonnement qui ressemblait à une basse. Elle se surprenait à penser à Viviane, à la voix, à la manière dont le chant peut recoudre des lambeaux d'anciens temps. Au travail, elle voyait les familles qui, après l'article, la remerciaient pour l'écoute plutôt que pour la solution. Certains lui dirent qu'ils allaient continuer à y aller, mais différemment, en sachant mieux ce qui pouvait advenir, en prenant une décision plus consciente. D'autres lui montrèrent des photographies nouvellement retrouvées, des visages que l'on croyait effacés. Ces retours la laissaient souvent songeuse. Il y eut aussi des nuits où, au coin d'une rue, elle aperçut à travers une fenêtre un néon violet et une file d'attente qui circulait. Elle pensa alors aux mots de Christian « Nous ne faisons que tenir la porte ». Dans ces instants, elle se demandait si tenir la porte n'était pas parfois une façon de trahir une obligation morale plus large. Elle se demandait aussi si la ville ne préférait pas parfois un lieu qui offre un pansement à certains maux, même imparfaits. Les réponses lui manquaient, elle les constatait, elles se manifestèrent autour d'elle comme des effets secondaires de la décision du public. Un soir, des mois après la première descente, un message anonyme atteignit la boîte mail du journal. Il contenait une simple photo, une main portant le tampon tête de mort, près d'un carnet ouvert où une phrase était téléphonée à la hâte. « On va revenir », suivi d'un prénom que Jessica connaissait. La photo n'apporta pas plus de certitude, elle posa plutôt une question diffuse. Le besoin de retourner au Paradise était-il un désir de réconciliation ou une inclination à se perdre? Jessica conserva la photo, elle l'arrangea dans un dossier et l'oublia parfois, puis la retrouva. Le tampon sur son bras finit par s'estomper, mais la cicatrice n'effaça jamais totalement l'impression qu'elle avait reçue. Habituée désormais à ménager la vérité et la compassion, elle sut qu'elle ferait d'autres choix semblables. Des décisions qui ne pourraient satisfaire tout le monde, mais qui tentaient de préserver l'humain au cœur des dilemmes. À la dernière page de son carnet, elle écrivit une note. « Le secret du Paradise n'est pas un secret à dénoncer, mais un appel à réguler la consolation. » Elle n'espérait pas que ces mots suffiraient à clore la question. Au fond, elle comprit que certaines vérités s'épuisent si on tente de ressaisir entièrement. Elles demandent plutôt une vigilance, un soin continu. Elle avait choisi de raconter, sans condamner, sans nuance, d'alerter, sans tuer l'espoir. Son article avait ouvert un débat, et le débat faisait timidement office de surveillance. La boîte de nuit continuait d'exister, dans la lumière violette qui aimait coller aux vitrines. Les incidents ne furent plus aussi fréquents, ils ne cessèrent pas totalement. Il arrivait que, par vagues, des familles retirent des proches dont l'éclat avait changé. D'autres ne revinrent jamais. L'équilibre restait fragile, une danse sur une corde fine entre secours et perdition. Le Paradise devint un sujet plus grand que sa simple façade. Il fut un miroir des façons dont une société gère la douleur et la mémoire. Jessica apprit à vivre avec la marque sur la peau et l'empreinte sur l'esprit. On la croisa parfois au journal, la main gauche apparemment libre, la droite cachant la trace d'une nuit qui l'avait transformée. Elle n'avait pas fermé la porte, elle avait choisi d'écrire pour offrir au lecteur une cartographie honnête d'un lieu où l'on pouvait perdre ou retrouver quelque chose. Et chaque fois qu'elle passait devant une vitrine bleue ou violette, un frisson la parcourait. Elle se demandait ce qu'elle donnerait pour entendre une voix aimée lui répondre, sans compromis ni mensonge. Mais elle savait aussi que certaines consolations s'achètent au prix d'autres vérités. La dernière image du récit fut simple et tenace. Une main, marquée d'un petit tampon noir en forme de tête de mort, tendue vers une autre, et les deux mains se séparant ensuite, non par cruauté, mais par nécessité. Les néons continuaient de clignoter, les dates figurant sur les vieux dossiers, 1902, 1963, 1987, restaient des repères d'une histoire qui ne s'éteint pas. Les cocktails noirs continuaient de circuler, brillants comme des bijoux anciens. Les téléphones parfois revenaient avec des fichiers corrompus, comme autant de témoins muets. Ce que Jessica apprit et ce qu'elle laissa à la ville après son article ne fut pas une vérité absolue, mais une invitation. Traiter la douleur avec respect, tenir compte de l'exploitation possible du sacré
et ne jamais confondre la nostalgie avec la vérité. Le Paradise demeura avec ses lumières et ses absences, et les habitants d'Abidjan continuèrent à danser entre ce qui est dit et ce qui demeure tu. Que feriez-vous à la place de Jessica? Fermeriez-vous le Paradise pour protéger ceux qui pourraient s'y perdre, ou laisseriez-vous la porte ouverte pour ceux qui y trouvent, même imparfaitement, un peu d'éternité? Dites-le en commentaire.